Donc je ne vais, pour introduire les choses, que parler ce matin des rapports par rapport au thème qui m'avait été proposé, réduire à une part plus congrue, ne parler que des rapports entre santé mentale et travail, et non pas la santé en général, parce que quand même les problèmes qui sont posés par la santé physique au travail et la santé mentale sont quand même assez différents du point de vue de la manière de les prendre en charge, de la manière de les penser aussi, de penser l'action. Et donc je vais centrer sur ce problème qui est plus sensible, disons, dans la période précédente, d'autant plus que ça soulève en tout cas des problèmes nouveaux avec lesquels, je pense, les praticiens, donc les médecins du travail, les psychologues, les psychiatres, les travailleurs sociaux, éprouvent de grandes difficultés et probablement que pour vous aussi, un certain nombre de ces questions reviennent dans votre escarcelle et ce n'est certainement pas très facile à régler dans la période contemporaine, ce sont quand même des choses un peu nouvelles. Les difficultés donc dont je voudrais vous parler, ce sont d'abord des difficultés dans ce qu'on pourrait, je suis désolé d'entrer directement dans la matière, mais on n'a pas le temps de faire de chaînons intermédiaires. C'est les difficultés qui se situent dans le domaine de l'analyse étiologique. L'analyse étiologique, c'est-à-dire l'élucidation ou la recherche des processus en cause dans le déclenchement de ces pathologies mentales en particulier, et donc dans l'analyse de ces processus, ce qui revient spécifiquement au travail. C'est extrêmement compliqué à analyser. Ça, c'est le premier point, première difficulté. Deuxième type de difficulté, c'est difficulté vis-à-vis de la conduite à tenir, cette fois-ci vis-à-vis des victimes d'abord, c'est-à-dire de ceux qui tombent malades mentalement du fait de leur rapport aux contraintes de travail, mais aussi vis-à-vis, les questions qui se posent vis-à-vis de la conduite à tenir pour l'entourage professionnel, parce que bien sûr il y a des victimes, mais très souvent ça a des conséquences sur les collègues, voire sur la collectivité de travail dans son ensemble. Et donc dans l'après-coup de la décompensation, par exemple, imaginez ce qui se passe sur un lieu de travail après un suicide, quelle est l'action idoine, que faut-il faire dans l'après-coup d'un suicide? Des problèmes extrêmement compliqués. Donc premier point, des difficultés donc, sur l'analyse étiologique, ensuite des difficultés vis-à-vis de la conduite à tenir dans l'immédiat après-coup, et puis enfin des difficultés qui concernent l'action, cette fois-ci de façon un peu plus vaste, un peu plus générale, c'est-à-dire non plus simplement en direction des acteurs eux-mêmes, ou des agents ou des travailleurs, mais la détermination de ce que serait une action rationnelle en vue de diminuer les risques de maladies mentales ou de pathologies mentales liées au travail, ou simplement arriver à limiter l'accroissement des maladies mentales au travail. Donc je vais procéder en 3 temps. D'abord vous donner un aperçu sur les principes de l'analyse des rapports entre santé mentale et travail. Ensuite, je vais essayer de vous restituer les principales, évidemment ce sera très schématique, les principales données recueillies sur l'étiologie des pathologies mentales associées au travail par la recherche scientifique depuis, disons, une vingtaine d'années. Et puis enfin, un 3e point, ce sera sur les incidences de ces analyses sur cette question de l'action en faveur donc de la prévention des risques psychopathologiques et donc sur la place qui pourrait éventuellement revenir à la médiation, donc à votre pratique à vous, parmi les différents types d'interventions possibles sur le terrain. Alors donc d'abord, l'analyse des rapports entre santé mentale et travail. Les recherches donc en psychopathologie du travail ont commencé en fait assez récemment, pour vous c'est peut-être un peu loin, mais pour nous dans la recherche scientifique c'est récent par rapport à d'autres préoccupations sur la santé mentale. Les recherches en psychopathologie du travail ont commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ces recherches s'efforçaient de mettre en évidence et de décrire les pathologies mentales ou des pathologies mentales qui seraient spécifiques, maladies mentales spécifiques qui seraient liées aux contraintes de travail, un peu sur le modèle de ce qu'on connaissait dans le domaine des pathologies du corps. Parce qu'il y a beaucoup de pathologies du corps qui sont spécifiques du travail et que vous ne trouvez pas ailleurs que dans le travail. Par exemple, c'est presque toujours le travail, là, quelques petites exceptions, mais si vous voulez, l'asbestose, dont vous avez entendu parler, c'est la maladie de l'amiante, et pratiquement toujours l'asbestose, c'est-à-dire à la fois le mésothéliome pleural, mais même les plaques pleurales, etc., sont spécifiquement liées à l'inhalation de poussière d'amiante. La silicose, de la même façon, est caractéristique des gens qui sont dans les mines de charbon. Voilà.
Le saturnisme est en rapport avec l'inhalation de vapeur de plomb. C'est une maladie pratique. Bon, on la voit éventuellement ailleurs, hein, pour des gens qui s'intoxiquent dans le domicile avec des vieilles tuyauteries, mais globalement, c'est une maladie très spécifique du monde du travail, chez les typographes par exemple, ou chez les gens qui font la récupération des batteries et des choses comme ça. Alors on cherchait de la même façon, en matière de santé mentale, des maladies mentales qui seraient spécifiques du travail, comme le saturnisme, la silicose ou l'asbestose. Alors, le résultat de ces recherches dans le domaine de la santé mentale ont été beaucoup moins brillants qu'en matière de santé physique. Pour le dire un peu schématiquement, il n'y a pratiquement pas de maladie mentale spécifique du travail. Voilà, premier point, il n'y en a pas. Deuxième point, entre les contraintes pathogènes, c'est-à-dire les contraintes qui sont susceptibles de provoquer des maladies mentales, et la maladie mentale, s'intercalent des stratégies de défense qui sont donc produites par les gens eux-mêmes et qui permettent à la plupart des travailleurs de lutter pendant longtemps efficacement contre la souffrance et d'éviter ce qu'on appelle la décompensation, c'est-à-dire la crise. Donc ils restent, et de demeurer de ce fait, grâce aux défenses, dans la normalité. Ils restent normaux, la normalité en deux mots. Hein. La normalité. Ils restent dans la normalité. Voilà. Alors ces stratégies de défense, bon, évidemment, posent des problèmes puisqu'elles sont des productions humaines et elles modifient donc complètement le profil des contraintes de travail et de leurs conséquences sur le fonctionnement psychique. Ces stratégies de défense sont en fait extrêmement étonnantes pour le clinicien. Certaines d'entre elles sont, parmi ces stratégies de défense, certaines d'entre elles sont construites collectivement, ce qui est une nouveauté par rapport au champ de la psychanalyse ou au champ de la psychiatrie classique. Les stratégies collectives de défense sont produites collectivement, qui sont maintenues collectivement et qui sont transmises par les collectifs de travail eux-mêmes. On appelle ça des stratégies collectives de défense. Voilà. Alors, il n'y a pas de maladie mentale spécifique du travail, vous ai-je dit il y a un instant. En revanche, il y a des stratégies de défense qui sont extrêmement spécifiques, elles, et qui sont ajustées de façon très précise aux contraintes de travail, et sont en fin de compte, on pourrait dire, estampillées par le travail. Alors, on a pu comme ça décrire, selon les milieux de travail, des stratégies collectives extrêmement spécifiques. Par exemple, celles qui existent en particulier chez les ouvriers du bâtiment des travaux publics. Mais il y a aussi des stratégies collectives de défense différentes, qui sont construites spécifiquement par les techniciens de la pétrochimie, par exemple, industrie à risque. On trouve des stratégies particulières chez les pilotes de chasse, on en trouve d'autres dans les différents corps d'armée, on trouve des stratégies collectives de défense spécifiques aux médecins et aux chirurgiens, on trouve des stratégies collectives de défense spécifiques aux opérateurs de centrales nucléaires, on en trouve également chez les ingénieurs et les cadres, car là aussi des stratégies très particulières. Alors, évidemment, je vous mets un peu, bon, à cette heure-ci, vous avez de toute façon faim, donc je ne vais pas vous mettre l'appétit à la bouche. Mais enfin, disons que vous aurez sans doute que vous aimeriez bien que je vous décrive ces stratégies collectives de défense. C'est une clinique magnifique, hein, extrêmement bouleversante, mais j'avais évidemment pas le temps de le faire, donc c'est simplement... c'est juste pour vous dire que voilà, c'est là que ça se passe, si vous voulez. Alors, il y a donc une clinique qui est finalement extrêmement spécifique du travail, et qui est extrêmement riche, qui est assez bouleversante, parce qu'extrêmement inventive. Il y a quelque chose là-dedans d'un peu génial quand même, dans la façon dont les êtres humains sont capables d'inventer des machins collectivement pour faire face à la souffrance et éviter de tomber malade. Bien. Mais ce n'était pas pour vous décrire cette clinique que je vous en parlais, c'était surtout pour vous dire que le problème qui se pose pour nous du point de vue scientifique, c'est quelles sont donc les contraintes qui, dans le travail, ont un impact spécifique sur les comportements, les conduites et au-delà sur la santé mentale. Il y a des stratégies de défense, ok, mais qu'est-ce qui provoque dans le travail la souffrance et qui éventuellement, si elle n'est pas bien compensée, cette souffrance, par des stratégies de défense, va conduire à la décompensation et à la maladie mentale patente. Alors, la réponse est maintenant connue, enfin je pense qu'elle est très précise. Les contraintes qui sont en cause sont des contraintes qui sont liées à l'organisation du travail.